Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Saloon consacré à Dark Phoenix, nouvel opus de la saga de super-héros X-Men. Bryan Singer étant parti sur Bohemian Rhapsody après s'être un peu vautré, il faut le dire, avec X-Men Apocalypse en 2016, c'est Simon Kinberg, scénariste attitré de la saga depuis X-Men 3, qui lui succède et signe sa première réalisation avec ce Dark Phoenix, qui est le 12e long métrage consacré aux mutants des comics Marvel. Tourné en 2017 et initialement annoncé pour octobre 2018, le film a été maintes fois repoussé pour finalement arriver sur nos écrans le 5 juin 2019, ce qui commençait à nous faire un peu douter de la confiance de la Fox en leur nouvel X-Men et donc de sa qualité. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec mes mutants de la critique préférée. Salut Thomas Gerber. Je ne suis pas un mutant, mais salut. Salut Thomas et salut Thibaut Ducret. Salut Alex. Si vous êtes prêts à nous montrer vos pouvoirs, alors c'est parti. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. X-Men 3, l'affrontement final, avait déjà traité en 2006 du Phénix, cette double identité incontrôlable de la mutante télékinésiste Jean Grey, qui se retourne contre les X-Men et représente un énorme danger pour eux. Mais voilà, Simon Kinberg en a bien conscience et a voulu faire son mea culpa. X-Men 3 était raté et il a été vécu comme un affront par les fans, ce qui explique ce presque remake qui fait suite aux 3 derniers X-Men avec les jeunes Professeur Xavier et Magneto, incarnés respectivement par James McAvoy et Michael Fassbender, et la jeune Jean Grey, incarnée par Sophie Turner, star de la série Game of Thrones. Du coup, qu'est-ce que ça vaut, Thibaut, un avis succinct, on va dire, sur ce X-Men Dark Phoenix? On peut dire qu'on enregistre à chaud, donc juste après la projection presse. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Ouais, effectivement, on sort à peine de la projection et moi, je suis encore très déprimé par ce qu'on vient de voir. Clairement, c'est la fin de la franchise. Comme tu le rappelles, le film a été reporté à de multiples reprises et c'est pas pour rien parce que, pour mémoire, donc la Fox a été rachetée par Disney et donc avec elle la franchise X-Men. Et donc Disney va pouvoir maintenant, par le biais de Marvel, exploiter les X-Men et les faire intégrer la petite bande des Avengers. Donc ce film-là est a priori le dernier de la franchise X-Men telle qu'on la connaissait, avec ce casting-là et ce ton-là, cet univers-là, si on veut. Et pour un baroud d'honneur, c'est un très petit film qui n'est pas énervant, exaspérant en soi, comme ont pu l'être beaucoup de films de super-héros de ces dernières années. Mais c'est juste qu'il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Comme tu l'as dit, c'est le premier film de son réalisateur, donc Simon Kinberg, qui est le scénariste un petit peu historique de la franchise, et qui signe une première réalisation sans vraiment de personnalité. Ouais. Et voilà, pour un film qui est censé un peu marquer la fin d'une ère, c'est assez plat. Et je trouve ça triste de quitter ces personnages là-dessus. On peut commencer par là. Tu dis que c'est pas énervant comparé à pas mal de films de super-héros sur lesquels on a dit beaucoup de mal, c'est vrai, ces derniers temps, il faut le dire, dans le Saloon. C'est pas énervant. Pourquoi? Tout simplement, déjà, qu'il n'y a pas de cynisme, il y a très peu d'humour, il y a un ton grave qui prend au sérieux ces personnages. Et on sent quand même que le réalisateur a envie de vraiment croire en son univers, croire en ses personnages, ce qu'il fait depuis quelques films maintenant. Mais c'est vrai que c'est le sentiment qui nous habite après la projection, c'est vraiment cette déception, cette tristesse et cette déprime vraiment de voir la saga arriver aussi bas. Est-ce que c'est ton sentiment aussi, Thomas ? Moi, je serais même presque encore plus sévère parce que j'ai vraiment trouvé le film très mauvais. Déjà visuellement, je trouve que ça ressemble à un épisode de série télé du début des années 2000, voire fin des années 90. C'est chaud ça, hein. Étiré sur 2 heures parce que ça n'a aucune personnalité visuellement. Il y a zéro idée de mise en scène pendant toute la durée du film. Les effets spéciaux... Alors zéro quand même pas. Alors, au tout début... Je me réjouis que vous me citiez les idées de mise en scène du film parce que je ne les ai pas vues. Au tout début, je trouve quand même que cette scène, on nous présente en fait l'origine du personnage de Jean Grey. On la voit gamine. Avec un accident de voiture qui est filmé au ralenti. Alors effectivement, mais bon...
qui est bien fichu. Oui, faut le dire. Oui. Moi, franchement, on y croyait au début en se disant C'est vraiment pas. le prologue du film, quoi. Ensuite, le film il y aura une grande ellipse parce que le film commence en 1975, justement avec le traumatisme initial du personnage, et ensuite on bascule directement en 1992 avec un incident dans une navette spatiale de la NASA, et là on a ce qui est censé être la scène d'ouverture, donc quand même assez impressionnante, avec une première équipe de X-Men qui va sauver des astronautes. Donc on est censé avoir une combinaison de différents super pouvoirs pour les tirer de là, et on est censé avoir une tension aussi, et j'ai absolument rien ressenti pendant cette scène. Je me suis dit il n'y a pas de tension, il y a aucune inventivité dans l'utilisation des pouvoirs, c'est des choses qu'on a déjà vues dans tous les films de la franchise X-Men, et visuellement c'est vraiment laid à crever, c'est-à-dire que les effets spéciaux et ça va de mal en pis vraiment jusqu'à la fin du film, ça se termine dans une bouillie numérique mais qui est infâme. Donc déjà visuellement, moi c'est un film qui me déçoit énormément, parce que même Apocalypse, je trouvais qu'il y avait une ampleur, il y avait une démesure, Singer avait encore envie de proposer du grand spectacle qu'on ne trouve plus du tout ici. Et puis qu'il se répétait. En fait, le problème d'Apocalypse, c'est surtout ça, c'est qu'il avait plus rien vraiment à proposer d'intéressant. Au moins, tu bouffais ton paquet de popcorn et puis t'en prenais plein la gueule, quoi. Ouais, ça restait divertissant, ça restait bien fait. Et là, il y a déjà ces problèmes visuels, et en plus, il y a des immenses problèmes de scénario pour moi, parce qu'on va avoir cette intrigue autour du Phénix, sur laquelle va se greffer des personnages extraterrestres qui débarquent et qui sont introduits n'importe comment, qui n'existent pas du tout, qui vont ressembler à Jessica Chastain en fait, et vraiment on ne sait rien de ces personnages-là, on ne sait rien de leur motivation, ils veulent juste, c'est une espèce d'extraterrestre qui veut ressusciter. C'est un prétexte, c'est un gros prétexte que j'allais dire, pour caster Chastain et pour avoir quand même une menace externe au groupe, pour justifier la présence du Phénix, etc. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, et en plus c'est vraiment des mecs qui sont statiques, qui ne bougent pas, qui ont aucune identité visuelle, qui n'existent pas en tant que personnage. Donc c'est un gros problème d'écriture en plus de tout le reste, quoi. Mais c'était pas inintéressant dans l'idée, parce que ce que je trouve bien vu au départ en tout cas, pour moi, je crois qu'on se rejoint là-dessus, Alex, les 15-20 premières minutes fonctionnent assez bien, et notamment... Moi je vais même un peu plus loin. Je vais peut-être à 30-40 minutes. Non, mais quand on voit cette scène de la navette et qu'on a Gravity en tête. Ah, alors clairement, même sans aller jusque-là, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que pour filer la comparaison avec Singer, si on compare simplement, c'est hallucinant de voir ça, la scène d'ouverture de X-Men 2, qui est quand même un combat dans des bureaux, et là on va dans l'espace, et il y a 10 fois moins d'idées de mise en scène, effectivement. Mais pour revenir alors qu'on a un personnage de Diablo qui a le même pouvoir que dans l'ouverture d'X-Men 2, et à la Maison Blanche, ça cartonne avec Singer, il y a plein ça marchait hyper bien, cette scène d'ouverture. Ça n'amène rien, quoi. Mais pour revenir à cette histoire des extraterrestres, ce que je trouvais intéressant, c'est que la saga X-Men et les comics déjà d'origine, il y avait tout un fond sur justement la différence et le fait que ces super-héros, c'était des êtres rejetés qui sauvaient malgré tout les humains. Ça, si on ne l'avait pas compris après 11 films... Oui. Mais ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que justement, là, on ne refait plus le coup, c'est-à-dire qu'une fois que la navette spatiale est sauvée, les X-Men, c'est vraiment des héros qui sont célébrés à l'ouverture. Et du coup, on nous fait quand même le coup au milieu du film, du gouvernement qui les lâche finalement. Alors justement, qui dit, mais non, vous nous supportiez. Mais si on peut si on peut plus considérer les X-Men comme des parias, en tout cas au départ, c'était cohérent dans l'idée, en tout cas, du coup d'aller chercher comme menace une menace extérieure carrément à la Terre, donc des extraterrestres. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ça arrive, c'est greffé à cette intrigue du Phénix de force, mais vraiment, c'est pas du tout harmonieux la façon dont on articule ces deux aspects. Et du coup, l'enjeu émotionnel de base était prometteur, parce qu'effectivement, cette ouverture avec l'origine de Jean Grey et la rencontre avec le professeur Xavier, moi je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils vont quand même mieux réussir le coup que dans le X-Men 3. Mais au final, ça marche pas du tout. C'est pour ça que je suis plus tolérant de nous trois sur le film. C'est que pour moi, en fait, la première demi-heure, 40 minutes, je dirais, il y a vraiment ce truc où, comme tu dis, on évince un peu cette thématique qui habite tous les films X-Men, la différence, etc. Et on va vraiment se concentrer sur ce personnage de Jean Grey avec la relation qu'elle a aussi avec le professeur Xavier. Parce que finalement, on va apprendre qu'il y a une forme de trahison, qu'il y a l'ego de Charles Xavier qui est aussi vraiment
vraiment en train de déborder. Il y a même Raven, incarné par Jennifer Lawrence, qui va à un moment aussi douter de se dire mais est-ce que finalement suivre bêtement et aveuglément Charles Xavier comme on l'a fait depuis le début, est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut? Est-ce que les X-Men c'est nous? Est-ce que les X-Men c'est juste lui et sa démagogie et son ego supérieur pour briller finalement en politique? Et donc en fait il y a tout cet arc narratif là qui est pour moi très bien amené au début, qui est très intéressant, et avec ce personnage de Jean Grey qui justement se voit avec ses pouvoirs qui débordent. Et puis enfin on traite une thématique qui est propre à beaucoup de comics Marvel ou chez DC avec Superman, etc., avec ce pouvoir finalement ingérable qui va faire que ça va se retourner contre les siens. Et donc moi, à ce moment-là, je me disais, ok, j'y crois, ça fonctionne. Pour moi, la scène de la navette spatiale, pourquoi pas? Je suis d'accord qu'il n'y a pas beaucoup d'idées de mise en scène, mais en termes de tension, en termes de développement, je la trouvais assez réussi. Puis en fait, moi, ça a commencé à sombrer au moment où on va rejoindre le personnage de Magneto, Michael Fassbender, où en fait, qui fait de la permaculture dans des... On le retrouve exactement, on le retrouve complètement isolé dans un espèce. Au final, on pense à X-Men 3 et ce fameux camping des potes de Magneto qui sont avec lui. Et puis là, en fait, à ce moment-là, on va prendre le prétexte de Magneto, de se dire bon, comment on va le faire revenir ce personnage-là? On ne sait pas trop dans l'intrigue. C'était déjà un problème dans le film précédent. On savait plus quoi faire de ce personnage. Alors on lui inventait une petite vie de famille avec des rennes dans la forêt, en Pologne, et puis finalement, il redevient méchant. Tiens, surprise. Et là, on va lui donner envie. Je vais essayer de ne pas spoiler, mais on va lui donner envie de tuer Jean Grey. Parce que Jean Grey a malencontreusement tué l'un des leurs, un X-Men en fait, dans le tas. Et puis c'est ça en fait qui va justifier le retour de Magneto. Et ça c'est vraiment mais très mal foutu. Et à partir de ce moment-là, pour moi, le film sombre totalement dans quelque chose d'inconsistant en fait et d'incohérent. Mais là où moi je suis beaucoup plus sévère que toi, c'est que bon, alors il y a cette scène de la navette que déjà je trouve problématique, mais c'est surtout qu'ensuite, jusqu'à l'épisode de Magneto que tu évoques là, il y a plus d'une heure de film où pour moi il se passe absolument rien. Il y a un ton neurasthénique et on retrouve le même problème que dans Avengers Endgame, c'est-à-dire qu'on essaye de faire de la psychologie avec et du drame. Et du drame et du gros drame, avec des dialogues clichés à mort, avec des phrases qui sonnent creux. Elles sonnent toutes plus creux les unes que les autres. Et en fait, ça démontre pour moi que ces personnages, même après 12 films, on n'a pas réussi à leur donner une consistance qui va pouvoir alimenter ce genre de drame si on le traite par-dessus la jambe comme ça. C'est-à-dire que c'est mal écrit, il n'y a aucune consistance. Et Sophie Turner, la jeune actrice qui joue le Phénix, je la trouve vraiment très mauvaise. Elle n'a pas les épaules assez solides et assez larges pour tenir ce film. Et là où Mangold, avec Logan, arrivait à créer une consistance psychologique, arrivait à insuffler du drame, et puis parce qu'on a un cinéaste... Dans Logan, exactement. Parce qu'on a un vrai cinéaste qui est aux commandes et puis il y a une consistance dans les personnages. Là, c'est des dialogues, mais aussi chiants que ceux des 2 premières heures d'Endgame, où on est censé être ému, mais moi, j'ai absolument rien ressenti. Et il faut quand même dire que pendant plus d'une heure, 1h10 environ, l'action se résume à la scène d'ouverture et à éventuellement 2 hélicoptères qui menacent le camp de permaculture de Magneto, quoi. Donc en termes d'action, le film est ultra pauvre. Ah ouais. Non mais cette scène des hélicoptères là qu'on voit dans la bande-annonce, quel enfer. Je me demandais quel était le budget du film pendant la projection. 200 millions. Et je pensais que ça allait être 80 millions à tout péter, tellement que le film propose rien visuellement. Et 200 millions, on est quand même au budget, quasiment au même budget qu'X-Men 3, qui faisait 2006, déjà bien cheap. Qui faisait déjà bien cheap, exactement, mais qui quand même réussissait un peu plus de choses qu'ici, parce que là où X-Men 3, malgré des dialogues écrits par un enfant de 8 ans, et c'est ce qu'on retrouve dans Dark Phoenix, c'est que vraiment Simon Kinberg ne sait pas écrire des dialogues, quoi. Et surtout, il en écrit trop, c'est parce que, moi, il y a une scène que je trouve assez caractéristique, c'est quand Jean Grey vient justement de commettre un acte assez grave, et on a une scène déjà bien surlignée où elle est en train de pleurer sous la pluie, mais en plus il lui fait dire ce qu'on avait déjà compris à l'écran, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait ? Phrase qu'elle répète au moins 4 fois dans le film après. Enfin, il surligne au marteau-piqueur tout ce qu'on a compris, effectivement. Avec une actrice qui d'autant plus ne joue pas très bien. Alors ça aide pas. Non, et franchement, là, pour moi, c'est là où le film a commencé à sombrer. Et justement, là où X-Men 3 réussissait quand même, malgré tous les défauts qu'on peut lui donner, et ce final qui est absolument catastrophique, où on s'attendait à un affrontement final, comme le titre du film quand même, et où là, ça se pétait la gueule, il y avait quand même une cohérence
de bout en bout dans l'enchaînement de scènes et puis dans le développement à la fois des personnages et de l'intrigue où justement il y avait cette fameuse menace de l'antidote contre les mutants et puis Magneto qui veut s'en emparer, etc. et les X-Men qui veulent défendre les humains. Bon, ok, avec Jean Grey qui plane en phénix au-dessus et puis qui va servir d'arme massive pour Magneto. Là, franchement, de justifier tout ça avec cette histoire d'extraterrestres qui tient pas debout et puis de prolonger le drame dans des tunnels de dialogue, on commence vraiment à s'emmerder. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et ce truc des extraterrestres qui nous mène ensuite à une scène finale dans un train qui a soi-disant été re-shooté il y a 2-3 mois de ça, et ça se voit parce que visuellement, mais c'est vraiment la catastrophe, quoi. Et là, on se dit, mais la saga n'a jamais plongé aussi bas en termes visuels. Dans l'anti-spectaculaire. Et dans l'anti-spectaculaire, ouais. Et vraiment de voir tous ces aliens qui arrivent là comme des zombies, où on voit Il faut quand même dire qu'en termes d'implication émotionnelle, on a un des personnages hyper importants de cette nouvelle série de films X-Men qui a un sort peu enviable, son sort est peu enviable dans le film, ouais. Et on s'en bat les couilles. C'est vraiment, mais un personnage disparaît, un des personnages principaux disparaît, et on s'en fout. On ressent 100 000 fois moins de choses que lors du final de First Class, où vraiment, Vaughn arrivait à créer de l'émotion pour ses personnages. Complètement. Ici, on sent qu'il faut en finir, en fait. C'est vraiment un film, il faut que ça se termine, et on ne sait pas comment on va le faire. Et on fait ça par-dessus la jambe. Et ça, c'est peut-être le truc le plus déprimant pour moi de ce film, c'est que un des plus grands intérêts de cette franchise, je trouve, ça a justement toujours été ces personnages, et c'est pour ça que c'était une série intéressante. Je trouve, c'est que, évidemment, que c'était contrairement à des franchises de super-héros où il n'y a qu'un seul héros, les X-Men, par définition, justement, les héros sont plusieurs, c'est un groupe. Exact. Et ça, c'est toujours quelque chose que, dès le premier film, qui a aussi ses défauts, les 2 premiers de Bryan Singer, je trouve que c'est loin d'être des chefs-d'œuvre non plus, mais ils avaient le mérite de traiter. Quoique le 2, c'est la grande classe, le 2 quand même. Le 2 est très bon, mais il y a eu mieux depuis. Enfin, pour moi, First Class, ça reste d'un autre niveau. Mais tout ça pour dire que dès le départ, c'est une franchise qui, je trouve, a su traiter avec respect et affection ces personnages et à les rendre crédibles. Et du coup, il y avait de l'implication dès le départ. Et là, effectivement, il y a même plus ça. Au début, on y croit un peu, mais à la fin, cette idée du train, moi, j'aime bien ce que ça aurait pu évoquer, c'est-à-dire que avec Magneto, c'est assez stylé quand même. On a une espèce de résistance finale en fait où justement tous les X-Men sont dans un train et ils doivent protéger l'ultime wagon, et il y a vraiment dans l'idée il y a une espèce de baroud d'honneur, donc ça pourrait très bien marcher. Mais là, ça marche pas. Déjà parce que c'est filmé et monté n'importe comment. La majorité de cette séquence, c'est incompréhensible. Puis les effets spéciaux, mais bordel. Les effets spéciaux sont lamentables, et les personnages existent quasi plus à ce stade du film. Ouais. Et ça devient limite grotesque en fait. C'est ça, je pense, qui est déprimant, c'est de voir qu'au-delà de vraiment cette pauvreté narrative et cette pauvreté dans la mise en scène, c'est que finalement avec tous ces dialogues-là et puis tout cet arc autour des aliens, ça en devient vraiment ringard, quoi. Vraiment cheap et grotesque. Ça devient ultra grotesque. Moi, il y a vraiment un moment où j'ai failli éclater de rire dans la salle. C'est le moment où Raven dit à Xavier mais en fait, c'est toujours les femmes qui sauvent ton équipe. Tu devrais rebaptiser la bande les X-Women. Oui. Donc, on en est quand même à ce niveau-là. C'est du politiquement mainstream qui nous est servi à la louche, sans aucune finesse, un peu comme le plan de toutes les super-héroïnes de Endgame. Donc, pour moi, les personnages sont devenus ça chez Marvel. C'est des coquilles vides qui font passer quelque chose de vaguement politique, mais qui n'a rien de subversif, qui est complètement dans l'air du temps, absolument sans saveur et grotesque, quoi. C'est grotesque. Et puis ce que tu dis là, c'est que aussi ça arrive, comme dans beaucoup de films Marvel de ces derniers temps, ces petites touches de politiquement correct, etc., dans l'air du temps et de mainstream, ça arrive comme un cheveu sur la soupe à chaque fois. C'est-à-dire c'est un agenda politique, il faut cocher des cases, quoi. Voilà. Et puis en fait, on se dit, mais ça sert jamais le récit, ça sert jamais la narration, ça fait pas plus exister les personnages, parce qu'au final cette réplique qu'elle fait à Xavier, elle ne sert à rien, c'est-à-dire que ça débouche sur aucune remise en question de Xavier sur le système des X-Men, que dalle. Alors il y a quand même un truc dans le final, c'est-à-dire
sans trop en dévoiler, on change quand même le nom de l'école et c'est aussi une petite pique là aussi dans l'air du temps. Mais c'est ça qui est tragique, je trouve. C'est que justement, comme le dit très bien Thomas, on s'aligne sur la mode et pour une franchise qui a quand même lancé justement la vague d'adaptation de super-héros au cinéma au début des années 2000, je trouve ça avec assez les triste. Spider-Man de Raimi. Oui, mais il y a justement eu, en 2000, le premier X-Men, le X-Men 2 et les Spider-Man qui ont suivi de Sam Raimi, et c'est vraiment ça qui a relancé la mode des adaptations de comics jusqu'aux Avengers donc c'est censé être des locomotives, en fait. Bah, c'est ça que je trouve terrible. Qu'il y avait avec X-Men 2, c'est clair. Voilà, c'est pour une franchise qui a survécu toutes ces années et qui a toujours su... Puis qui a su se renouveler avec un c'est ça qui est très intéressant. Ouais. C'est que contrairement à des Marvel qui servent la même soupe depuis des années, contrairement à des DC qui savent pas du tout quoi faire et qui font n'importe quoi et qui se plantent film après film, les X-Men, malgré quelques écarts, malgré des Wolverine Origins ou d'autres daubes par-ci par-là, ils ont toujours su se renouveler, proposer des reboots intéressants. First Class, pour moi, ça reste le meilleur opus, le film de Matthew Vaughn. On a pu exploiter le concept des univers parallèles et on a su jouer justement avec toutes les possibilités des comics, c'est-à-dire qu'on peut proposer d'autres versions. La chronologie, c'est un bordel pas possible. Les films n'ont pas forcément beaucoup de liens les uns entre les autres, mais on s'en fout, on propose des autres trucs. On propose un western post-apocalyptique avec Logan et on raconte des histoires, on fait quelque chose avec ces univers. Et là, même le voyage dans le temps dans Days of Future Past, fallait le faire et tu te dis Simon Kinberg était déjà au scénario, alors que dans Days of Future Past... Il n'était pas seul au scénario. Il n'était pas seul, ça c'est vrai. Mais je veux dire, il était déjà impliqué. Puis en fait, ce voyage dans le temps, sur le papier, c'était hyper casse-gueule. On se disait, mais comment Singer va arriver à faire ? Est-ce que finalement, c'est juste de la nostalgie de reprendre ces vieux personnages et de les intégrer avec cette nouvelle génération des jeunes Charles Xavier, Magneto, etc. Et en fait, ça fonctionnait. Et ça marchait parce qu'on y croyait. Bah ouais. Les gars y croyaient, ils traitaient ça sincèrement et avec l'envie. Et là, on sent plus ça. Et là, j'ai même l'impression que le cast n'y croit plus, n'est pas impliqué. Jennifer Lawrence, on sent que elle est contente d'en finir. Elle est maquillée n'importe comment d'ailleurs. Mais c'est un scandale ce maquillage. Non, mais et Fassbinder aussi, constipé, qui essaye d'écarter un hélicoptère, c'est la catastrophe, alors que normalement il est bon. Franchement, au niveau du casting, on sent qu'il y a un gros problème. Et moi, il y a une chose qui m'a impressionné dans le film aussi, c'est que si vous en avez marre de la musique de Hans Zimmer ces dernières années, mais vous avez encore rien entendu. Parce que la musique... Le thème de 4 notes répétées en boucle. Là, et l'utilisation de la musique dans le film. C'est-à-dire qu'on a, avec un volume très, très faible, cette musique qui tourne en boucle pendant les séquences d'action et il n'y a aucune ampleur dramatique, il y a aucune catharsis qui est créée par la musique, aucune emphase en fait qui est liée à la musique. Mais j'en croyais pas mes oreilles. Je me disais, mais c'est pas Zimmer qui a accepté que sa musique soit exploitée comme ça dans un film, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une toile de fond en permanence. Complètement. Et franchement, quand on voit ce ratage, parce que vraiment, je pense que ce qui est déprimant, c'est ça, c'est que le film est raté, parce qu'il pouvait y avoir des qualités sur le papier et puis des attentes quand même autour de ça. Là, c'est vraiment un gros ratage. Et j'ai revu, pour l'anecdote, X-Men 3 récemment. Et franchement, quand on voit la qualité de ce film-là, et de beaucoup de Marvel aussi dernièrement, je me souviens qu'à l'époque, quand X-Men 3 est sorti en 2006, mais c'était vraiment le fond de la cuvette. C'était une déception totale. Brett Ratner, quand même. Brett Ratner. Et puis parce qu'il y avait eu les Spider-Man de Raimi, il y avait eu les 2 premiers X-Men de Singer. Et là, on attendait un truc explosif, qui était le plus gros budget pour l'époque à Hollywood. Et c'était un ratage, vraiment un gros raté. Le film s'était fait lyncher, quoi. Et le film s'était fait vraiment lyncher. Mais je vous jure que quand on le revoit aujourd'hui et qu'on compare avec la qualité des films de super-héros d'aujourd'hui, on se dit que X-Men 3, franchement, comparé à Dark Phoenix, c'est pas si pire, quoi. Et rien que ça, ça vous donne l'échelle de valeur dans les tréfonds dans lesquels s'est enfoncée cette saga. Et ça fait mal, franchement. Moi, j'ai l'impression que Dark Phoenix est quand même moins indigent qu'un X-Men 3. Revois-le. Mais c'est juste mauvais, c'est juste fade, ça n'a pas de personnalité, ça raconte rien, ça raconte mal. Donc c'est juste que c'est pas bon, quoi. X-Men 3 raconte mieux. Enfin, franchement, tu verras, c'est assez flagrant, quoi, la différence de qualité. Mais pour revenir à Dark Phoenix... Disons que c'est pas exaspérant comme peuvent l'être certaines adaptations de comics qui crachent littéralement à la gueule du spectateur, pour moi, mais c'est juste triste parce que voilà, on a encore normalement le film Les Nouveaux Mutants
qui avait été produit par la Fox et qui est censé sortir un jour, mais qui là aussi est retardé. C'était prévu pour août. Là, dernièrement, apparemment, ça a été encore repoussé. Il y a de moins en moins de chances qu'on le voit sortir en salle. Et du coup, voilà, la franchise se termine là-dessus, a priori. Pour moi, c'était vraiment le dernier bastion parmi les grosses franchises de super-héros où on était attaché, ces dernières années, où on pouvait justement proposer des choses, de l'inventivité, du cinéma. Quoi. Dans quelle mesure cet échec-là, il est imputable au rachat de la Fox par Non, mais il n'est pas imputable. Je ne l'impute pas au rachat. Ce que je veux simplement dire, c'est que maintenant que justement les X-Men ont été récupérés par Disney... Ça semble condamné, quoi. Eh ben, c'est condamné. Ce vivier... Alors là, le film en soi est un échec, mais il y a eu d'autres échecs avant dans la franchise et ça n'a pas empêché derrière de reproposer des nouvelles choses. Là, a priori, le fonctionnement qu'on avait eu depuis 2000, depuis le premier X-Men, on l'aura plus. Maintenant, X-Men est revenu dans le giron Disney et du coup, ces possibilités qu'on avait là, elles disparaissent et maintenant, il restera quoi pour les adaptations de comics en général d'ici. C'est ça. Il y a quand même des perspectives un peu plus réjouissantes avec des Jokers qui paraissent un peu autorisants. Maintenant qu'ils commencent gentiment à abandonner l'idée d'un univers partagé, peut-être qu'il y aura de nouvelles possibilités. Maintenant qu'ils ils ont un peu renfloué les caisses avec Aquaman. Et Robert Pattinson avec Matt Reeves. Enfin, moi, c'est des propositions qui m'intéressent beaucoup plus que ce que Disney va faire avec Marvel. Là, il y a du ou avec potentiel. X-Men. Robert Pattinson qui va jouer Batman. C'est en tout cas la fin d'une ère, ça c'est clair. Et pour le coup, moi, ça me déprime un peu. Voilà ce qu'on pouvait dire, c'est notre avis sur X-Men Dark Phoenix, c'est le dernier volet, 12e de cette saga X-Men qui n'a pas fini donc de s'enterrer elle-même, c'est un peu dommage. En tout cas, merci beaucoup les gars, merci Thomas Gerber d'avoir participé à ce débat. Merci, tu peux maintenant couper le magnéto. Ah, magnifique, bravo. Il fallait la placer, il l'a fait. Je pense qu'elle est moins pourrie que celle d'ouverture que t'as faite, tu vois. Je te remercie pour ce compliment. Thibaut Ducret, merci beaucoup à toi aussi. Merci, alors j'arriverai pas à faire de jeu de mots avec un autre X-Men, je me contenterai de dire à bientôt. Tu pars avec ta tristesse et ta déprime face à la saga Absolument, X-Men. Sous la pluie et tout ça. Donc Dark Phoenix de Simon Kinberg, c'est en salle en ce moment. Dites-nous ce que vous en avez pensé et bien entendu, vous pouvez écouter tous les autres épisodes du Saloon sur vos plateformes de streaming préférées. On vous laisse avec X-Men et on vous dit à très bientôt dans le Saloon.